Si tu n'aimes pas vivre avec la famille, tu peux partir, a dit ma mère. J'ai payé 9 300 € de facture mensuelle pendant qu'il vivait gratuitement dans ma maison pendant 10 mois. J'ai cuisiné, fait le ménage, et même donné mon bureau à mon frère. Je m'appelle Élise et a 28 ans. Avez-vous déjà découvert que quelqu'un que vous aimiez profitait de votre générosité? Si oui, aimez et abonnez-vous et faites-moi savoir dans les commentaires si vous pensez que le sang est vraiment plus épais que l'eau. En grandissant dans un quartier de classe moyenne à Orléans, notre famille semblait normale de l'extérieur. Notre modeste maison pavillonnaire à 2 étages, avec son petit jardin mais bien entretenu, représentait le rêve français que mes parents avaient travaillé dur pour réaliser après avoir immigré d'Irlande en tant que jeunes adultes. Notre famille se composait de ma mère Hélène, de mon père Patrick, de mon frère aîné Julien, qui a maintenant 32 ans, et de ma sœur Chloé, qui en a 30. Étant la Benjamine de 2 ans, je me retrouvais souvent à admirer mes frères et sœurs, désireuses de gagner leur approbation et les louanges de mes parents. Mes souvenirs d'enfance sont remplis de barbecues du week-end, de réunions de fêtes et de la lueur chaleureuse de la camaraderie familiale. Mon père travaillait comme ingénieur dans une usine de fabrication locale, tandis que ma mère gérait une petite boutique au centre-ville. Ils soulignaient tous deux l'importance de l'éducation, du travail acharné et de la loyauté familiale avant tout. Tout a changé quand j'ai eu 12 ans. Mon père a subi une crise cardiaque soudaine au travail et est décédé en quelques heures. Le choc a traversé notre famille comme un tremblement de terre, ne laissant que des décombres dans son sillage. Non seulement nous avons perdu la pierre angulaire émotionnelle de notre famille, mais nous avons également perdu notre principal soutien financier. La police d'assurance vie que mon père avait n'était pas assez substantielle pour maintenir notre style de vie à long terme. Dans les mois qui ont suivi sa mort, j'ai vu ma mère se transformer. La femme chaleureuse et riante qui préparait des biscuits et lisait des histoires avant de se coucher est devenue de plus en plus anxieuse, amère et contrôlante, surtout en ce qui concerne l'argent. Chaque achat nécessitait une justification, chaque facture devenait une source de stress visible. Elle s'asseyait à la table de la cuisine tard dans la nuit, calculatrice en main, épaules voûtées sur des piles de papier. La famille doit rester unie maintenant, est devenu son mantra. Nous n'avons que nous-mêmes. J'ai répondu à la crise familiale de la seule manière que ma personnalité de 12 ans connaissait, en essayant d'être parfaite. Tandis que mes frères et sœurs réagissaient à la mort de notre père par la rébellion et le retrait, je me suis jeté dans mes études avec une détermination renouvelée. Je suis resté éveillé tard pour étudier, j'ai rejoint des clubs académiques et j'ai commencé à montrer une aptitude naturelle pour les mathématiques et la finance que mes professeurs ont rapidement remarqué. Votre fille a un don pour les chiffres, a dit mon professeur de mathématiques de 8e année à ma mère lors d'une conférence parents-professeurs. Elle devrait envisager une carrière dans la finance. Ce commentaire anodin a planté une graine qui allait définir mon avenir. Dès l'âge de 16 ans, j'avais déjà tracé ma voie académique, les meilleures notes au lycée, une bourse d'études dans une université prestigieuse et une carrière dans la gestion financière. J'ai étudié des manuels de finance pendant mon temps libre, fasciné par la logique et la stratégie derrière la gestion de l'argent. Durant ma 3e année de lycée, j'ai postulé à toutes les bourses d'études que j'ai pu trouver, rédigeant d'innombrables essais et rassemblant des lettres de recommandation. Le travail a payé quand j'ai reçu une bourse au mérite substantiel pour l'IAE de Tours, connue pour ses excellents programmes d'affaires. La réaction de ma mère n'était pas celle que j'attendais. C'est si loin, a-t-elle dit, fronçant les sourcils sur la lettre d'acceptation. Les bourses ne couvrent jamais tout. Nous ne pouvons pas nous permettre tous ces coûts cachés. Pourtant, elle ne pouvait pas argumenter contre la logique financière et je me suis inscrite à l'IAE avec un mélange d'excitation et de culpabilité. La culpabilité ne s'est intensifiée que lorsque j'ai appelé à la maison durant ma première année et que j'ai souvent entendu parler de difficultés financières. Sans me le dire, mon frère avait abandonné le lycée professionnel et travaillait sporadiquement dans des emplois de détail. Ma sœur s'était inscrite dans une coûteuse université privée, mais changeait de majeur à chaque semestre, prolongeant ainsi son temps d'études. J'ai occupé plusieurs emplois pendant mes études universitaires, travaillant à la bibliothèque du campus, donnant des cours particuliers à d'autres étudiants en finance et comptabilité, et même en préparant des déclarations de revenus saisonnièrement. Chaque euro supplémentaire que je gagnais retournait à la maison pour aider. Comme ma mère le disait, je lui transférais de l'argent, sans jamais demander de détails sur où il allait, lui faisant confiance que c'était nécessaire pour la stabilité de notre famille. Malgré un travail de 20 à 30 heures par semaine, j'ai maintenu une moyenne de 4,0 et j'ai obtenu mon diplôme avec mention. Les recruteurs du campus ont remarqué et j'ai reçu plusieurs offres d'emploi avant d'obtenir mon diplôme.
J'ai accepté un poste dans une prestigieuse société financière de Paris avec un salaire de départ qui m'a fait écarquiller les yeux. Pour la première fois depuis la mort de mon père, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer financièrement. La prochaine étape logique aurait été de trouver un appartement à Paris, près de mon nouveau bureau. Plusieurs de mes camarades de classe cherchaient des colocataires, et l'idée de recommencer à zéro dans la ville m'enthousiasmait. Mais lorsque j'ai appelé ma mère avec la bonne nouvelle concernant mon emploi, sa réponse a été immédiate. « Alors, tu vas rentrer à la maison, n'est-ce pas? Le trajet jusqu'à Paris n'est pas trop long, et pense à tout l'argent que tu économiseras sur le loyer. » J'ai hésité. Je pensais à prendre un appartement en ville. Élise, a soupiré ma mère, sa voix prenant le ton qui me faisait toujours me sentir égoïste. Ton frère vient encore de perdre son emploi et la scolarité de Chloé vient d'augmenter. Je ne sais pas comment nous allons nous en sortir ce mois-ci. Mais fais ce que tu veux, bien sûr. Et juste comme ça, mes plans ont changé. Je me suis dit que ce serait temporaire, juste jusqu'à ce que j'ai économisé assez pour un fonds d'urgence solide et aider ma famille à se remettre sur pied. Je me suis dit que faire la navette 90 minutes dans chaque sens était un petit sacrifice à faire pour les personnes qui m'avaient élevé. Je me suis dit que la famille passe avant tout, toujours. Je suis retourné dans ma chambre d'enfance le week-end après l'obtention de mon diplôme, rangeant mes manuels universitaires et ma garde-robe professionnelle dans le même espace qui contenait encore mes trophées de lycée et mes peluches d'enfance. Cela donnait l'impression de reculer, mais je me suis convaincu que c'était en fait une décision financière stratégique. Tu es si douée avec l'argent, Élise, a dit ma mère en m'aidant à déballer. Cette famille serait perdue sans toi. Je ne savais pas alors à quel point ces mots seraient prophétiques. Mon premier jour chez Finance et Conseil Paris au centre-ville de Paris est arrivé avec à la fois de l'enthousiasme et de l'épuisement. Après m'être levé à 5h30 du matin pour faire le long trajet, je suis arrivé dans l'étincelant immeuble de bureau, me sentant comme une imposture dans ma nouvelle tenue d'affaires. Mais à la fin de cette première journée, mon superviseur avait déjà complimenté mon analyse d'un portefeuille de clients, et j'ai ressenti un regain de confiance, me disant que peut-être, juste peut-être, j'appartenais vraiment à ce monde. Ce soir-là, alors que j'étais assise avec ma mère à notre table de cuisine, elle a abordé le sujet que j'attendais. Maintenant que tu gagnes un vrai salaire, a-t-elle dit en glissant une liste manuscrite sur la table, nous devrions discuter de ta contribution au ménage. La liste détaillait les dépenses mensuelles, hypothèque, services publics, épicerie, assurance automobile et divers autres coûts. Le total au bas était divisé par 4. Ce sera votre juste part, a expliqué ma mère, puisque nous sommes 4 dans la maison. Le montant semblait raisonnable, même généreux compte tenu de l'emplacement et de la taille de notre maison par rapport au prix des appartements à Paris. J'ai accepté sans hésitation, me sentant en fait reconnaissante de pouvoir aider à alléger le fardeau financier de ma mère, après tout ce qu'elle avait sacrifié pour nous. Je peux transférer l'argent sur ton compte chaque mois, ai-je proposé. Le premier du mois conviendrait-il? Ma mère a hoché la tête, l'air soulagé. Ce serait parfait. Et peut-être pourrions-nous arrondir un peu juste pour couvrir les dépenses imprévues, tu sais, les choses surgissent toujours. Encore une fois, j'ai accepté. Cela semblait être le moins que je puisse faire, et, ce serait plus facile si je continuais à gérer toutes les factures, a-t-elle ajouté. Pas de sens à compliquer les choses en les divisant. J'ai déjà tous les comptes configurés. Cette décision, qui permettait à ma mère de gérer toutes les dépenses du ménage pendant que je lui transférais simplement de l'argent, allait s'avérer être ma première erreur critique. Mais à 22 ans, le visage rouge d'une première expérience professionnelle et désireuse de prouver mon statut d'adulte et ma responsabilité, je n'ai pas remis en question cet arrangement. En 2 mois, je m'étais installé dans une routine. Les jours de semaine signifiaient des réveils matinaux, de longs trajets, des heures de travail intenses et des retours tardifs à la maison. Les week-ends étaient consacrés à la récupération, à aider à la maison et à rencontrer occasionnellement quelques amis du lycée qui restaient dans la région. La plupart de mes amis universitaires s'étaient dispersés dans tout le pays pour des emplois ou des études supérieures, et notre communication se limitait à des SMS occasionnels et à des likes sur les réseaux sociaux. 3 mois après cet arrangement, ma mère m'a abordé avec une expression inquiète. Les taxes foncières ont augmenté, a-t-elle expliqué, et le chauffe-eau a nécessité des réparations. Pourriez-vous augmenter un peu votre contribution ce mois-ci? Bien sûr, cela ne me dérangeait pas. Et cela ne me dérangeait pas le mois suivant lorsque l'assurance automobile a augmenté, ni le mois suivant lorsque Julien a eu besoin de soins dentaires d'urgence.
Les augmentations étaient toujours présentées comme des circonstances exceptionnelles et temporaires, mais elles ne semblaient jamais diminuer par la suite. Au bout de 6 mois à mon poste, j'ai reçu ma première évaluation de performance et une modeste augmentation. Le soir même, ma mère a mentionné que Chloé avait épuisé sa carte de crédit en achetant des manuels et avait besoin d'aide pour les paiements, juste jusqu'à ce qu'elle termine ses études, m'a assuré ma mère. Tu sais à quel point l'éducation est importante. Un schéma commençait à s'établir, si subtil que je le remarquais à peine. Mes responsabilités financières à la maison augmentaient en tandem parfait avec chaque augmentation de salaire que je recevais. Lorsque j'ai été promu au poste d'analyste junior au bout de 9 mois, avec une autre augmentation de salaire, ma contribution familiale mensuelle s'est élargie pour inclure le paiement de la voiture de mon frère. Il a besoin d'un moyen de transport fiable pour les entretiens d'embauche, a expliqué ma mère. Tu veux qu'il soit autosuffisant à terme, n'est-ce pas? La façon dont elle formulait ses demandes rendait toujours le refus égoïste ou myope. Comment pourrais-je argumenter contre aider mon frère à trouver un emploi? Comment pourrais-je prioriser mon propre confort plutôt que l'éducation de ma sœur? Quelle sorte de fille refuserait d'aider sa mère veuve à entretenir la maison familiale? Pendant ce temps, ma carrière continuait de prospérer. Mon aptitude naturelle à l'analyse financière, associée à ma volonté de travailler de longues heures et d'assumer des projets supplémentaires, faisait de moi une étoile montante chez Finance et Conseil. À la fin de ma première année, on m'avait confié plusieurs clients de grande valeur qui me demandaient spécifiquement pour la gestion de leur portefeuille. Mon succès au travail est devenu une étrange source de stress à la maison. Chaque promotion ou annonce de bonus était accueillie par des félicitations, rapidement suivies de nouveaux besoins financiers de la part de ma famille. La voiture de Julien est tombée en panne et a dû être remplacée, Chloé a décidé de poursuivre un master, la maison avait besoin d'un nouveau toit. J'ai commencé à prendre en charge des clients supplémentaires pour des commissions supplémentaires, travaillant les soirs et les week-ends pour répondre aux demandes financières croissantes. L'ironie ne m'a pas échappé, en tant que conseillère financière aidant des clients fortunés à optimiser leurs investissements et à minimiser les dépenses inutiles, je n'avais aucune idée claire de où allait mon propre argent, au-delà de la somme sans cesse croissante que je transférais chaque mois sur le compte de ma mère. 2 ans après cet arrangement, l'épuisement était devenu ma compagne constante, des cernes permanents sous mes yeux. Ma vie sociale autrefois vibrante s'était réduite à des verres occasionnels avec des collègues, et même ces sorties étaient souvent écourtées par mon besoin d'attraper le dernier train de banlieue pour rentrer. Tu devrais mieux prendre soin de toi, a fait remarquer mon ami Taylor lors d'un rare déjeuner. Tu as l'air fatigué, Élise. Juste occupée avec le travail, ai-je répondu automatiquement. Toujours vivre à la maison, a demandé Taylor en remuant son café. J'ai hoché la tête. Ça a du sens financièrement. Taylor m'a lancé un regard sceptique mais n'a pas insisté davantage. La vérité était que je n'étais plus sûr que cela ait un sens financier. Le montant que je transférais maintenant à ma mère chaque mois aurait pu couvrir un appartement de luxe dans le centre de Paris, éliminant ainsi mon trajet épuisant et me rendant des heures précieuses chaque jour. Mais chaque fois que j'envisageais de déménager, la culpabilité me glaçait. Ta famille a besoin de toi, me rappelait régulièrement ma mère. 3 ans après mon arrivée chez Finance et Conseil, j'avais été promu au poste d'analyste senior avec une augmentation de salaire significative. Je gérais maintenant un portefeuille de clients fortunés et j'avais développé une réputation de stratégie d'investissement prudente mais constamment réussie. Ma vie professionnelle était tout ce dont j'avais rêvé pendant ces longues nuits d'études à l'université. Ma vie personnelle, cependant, était pratiquement inexistante. Les rencontres semblaient impossibles avec mon emploi du temps et ma situation de logement. Mes amis avaient arrêté de m'inviter à des événements, sachant que j'annulerais probablement à la dernière minute en raison du travail ou d'obligations familiales. Ma santé souffrait du stress et du manque de sommeil, et j'avais commencé à avoir des crises d'anxiété qui me laissaient haletante dans les toilettes du travail. Pourtant, je me disais que c'était temporaire, juste jusqu'à ce que Julien trouve un emploi stable, juste jusqu'à ce que Chloé termine son master, juste jusqu'à ce que les choses se règlent, juste jusqu'à ce que. Je n'ai pas réalisé que j'étais devenue prisonnière de ces 2 mots jusqu'au jour où tout a changé. La révélation qui allait finalement transformer ma vie a commencé innocemment par une conversation décontractée dans la salle de pause du travail. Je réchauffais mon déjeuner quand Jordan, un collègue de la division fiscale, a mentionné son récent déménagement dans un nouvel appartement. Le loyer me tue, a-t-il gémi en remuant son café. 2000 € par mois pour un 1 pièce à Paris. Ça semble normal pour le quartier, ai-je répondu, pensant aux clients dont je gérais les profils financiers. Oui, mais avec les services publics et le parking,
j'en ai pour près de 3000 € au total. Combien paies-tu à Paris? Oh, j'habite toujours à la maison, ai-je admis, ressentant cette rougeur familière d'embarras. À 28 ans, la plupart de mes pères avaient leurs propres appartements. Je contribue aux dépenses là-bas, a dit Jordan en hochant la tête. Bon coup, tu économises probablement une fortune. Je ne sais pas, ai-je dit avec un rire qui sonnait creux même à mes propres oreilles. La famille a ses propres coûts. Combien contribues-tu si tu ne veux pas me le dire, a ajouté Jordan rapidement. J'essaie juste de comprendre si mon propriétaire me vole. J'ai hésité, puis je lui ai donné le chiffre arrondi que je transférais à ma mère chaque mois. 9000 € par mois. Jordan a figé sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres, sa voix montant d'incrédulité. Pour une maison familiale à Orléans? Tu paies pour un manoir? Sa réaction m'a startled. Non, c'est juste une maison normale, mais il y a aussi d'autres dépenses. Mes frères et sœurs, a interrompu Jordan, son expression sérieuse. Je fais de la planification fiscale pour vivre. À moins que votre maison familiale ne soit un domaine de 30 pièces avec du personnel, quelque chose ne colle pas, il voulait probablement bien faire, mais ces mots se sont logés dans mon esprit comme des échardes. Cette nuit-là, dans le train du retour, je me suis retrouvé à faire des calculs mentaux, quel était le montant réel de notre hypothèque, quels étaient les coûts typiques des services publics pour une maison de cette taille, combien mes frères et sœurs pouvaient-ils raisonnablement avoir besoin pour leurs dépenses. Pour la première fois depuis des années, je me suis permise de réellement remettre en question l'arrangement financier qui était devenu ma normalité. Plus j'y pensais, plus la réaction choquée de Jordan semblait justifiée. Je transférais l'équivalent d'un paiement de voiture de luxe à ma mère chaque mois, avec seulement une vague idée de l'endroit où allait cet argent. 2 jours plus tard, une opportunité s'est présentée. Ma mère a mentionné qu'elle rendrait visite à ma tante dans la région centre pendant le week-end. Mes frères et sœurs avaient également des plans, Julien avec sa dernière petite amie et Chloé à une conférence pour son master. J'aurais la maison pour moi seul, un événement rare. Dès qu'ils furent tous partis le vendredi soir, je suis allé au bureau de ma mère à la maison. La petite pièce adjacente à sa chambre avait toujours été interdite, son espace privé pour gérer les affaires d'adultes, comme elle l'avait dit quand nous étions enfants. L'interdiction s'était prolongée jusqu'à notre âge adulte par un accord tacite. Je me sentais comme une intrue en ouvrant la porte, m'attendant à ce que des alarmes retentissent. Au lieu de cela, j'ai trouvé une pièce méticuleusement organisée avec un bureau, des classeurs et des étagères. Tout était étiqueté, tout était à sa place. La personnalité de ma mère se reflétait parfaitement dans cet espace ordonné. Le classeur a facilement révélé ses secrets. Ma mère avait toujours été méthodique dans la tenue des registres, un trait que j'avais hérité. Les dossiers étaient étiquetés par année et par catégorie, hypothèque, service public, assurance, médicale, éducation, automobile, et plus encore. J'ai sorti les dossiers de l'année en cours et j'ai commencé à en examiner le contenu au bureau. Ce que j'ai découvert au cours des quelques heures suivantes m'a rendu physiquement malade. Le paiement de l'hypothèque sur notre maison était de 2400 € par mois, une somme substantielle, mais loin de ce que j'avais imaginé en fonction de mes contributions. Les services publics s'élevaient en moyenne à environ 500 € par mois. Ces dépenses de base du ménage totalisaient environ 2900 €, soit 725 € par personne si elles étaient divisées équitablement entre 4 résidents. Mais ce n'était pas tout. J'ai trouvé des relevés de 3 cartes de crédit au nom de ma mère, avec des soldes proches de leurs limites. Les achats concernaient des vêtements, des bijoux, des traitements spa et des restaurants chers, des endroits que je savais que ma mère fréquentait, mais que je supposais qu'elle pouvait se permettre avec son salaire de gérante de boutique. Dans le dossier automobile, j'ai trouvé des documents de prêt non seulement pour la voiture de Julien, mais aussi pour une nouvelle berline de luxe que ma mère avait achetée 6 mois plus tôt, un véhicule qu'elle m'avait dit être une location spéciale via la boutique. Les 2 paiements de voiture totalisaient plus de 1500 € par mois. Le dossier d'éducation a révélé que la scolarité de Chloé était en effet coûteuse, mais qu'elle avait obtenu des subventions substantielles qui couvraient près de 70% du coût. Le solde restant était bien inférieur à ce que ma mère m'avait prétendu en demandant mon aide. Le plus choquant a été un dossier intitulé L'épargne qui contenait des relevés d'un compte dont je n'avais jamais connu l'existence. Ma mère y déposait régulièrement de l'argent, de grosses sommes qui ne pouvaient provenir que de mes contributions, et ce, depuis des années. Le solde actuel était supérieur à 100 000 €. Mes mains tremblaient alors que je remettais soigneusement tout à sa place. Mon esprit luttait pour traiter ce que j'avais découvert. Pendant 3 ans,
j'avais financé non seulement les dépenses familiales raisonnables, mais aussi les achats de luxe de ma mère, l'irresponsabilité de mon frère, les besoins exagérés de ma sœur et un compte d'épargne secret qui aurait pu financer plusieurs fois mon propre acompte sur une maison. La trahison m'a profondément blessé à plusieurs niveaux, non seulement l'exploitation financière, mais aussi la tromperie élaborée derrière cela. La réalisation que ma famille, les gens pour lesquels j'avais tout sacrifié, profitaient de moi délibérément et systématiquement. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai calculé méthodiquement combien j'avais contribué au ménage au cours des 3 dernières années, en le comparant aux dépenses réelles que je venais de découvrir. L'écart était stupéfiant. Sur les quelques 9 300 € que je transférais mensuellement, moins d'un tiers allait à des dépenses partagées légitimes. Le reste avait financé les améliorations du style de vie de ma famille, les dettes et le fonds d'urgence secret de ma mère. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise près de ma fenêtre, regardant le quartier dans lequel j'avais grandi, un endroit qui me semblait soudainement étranger et hostile. Les photos de famille sur ma commode semblaient maintenant me narguer, des visages souriants cachant calcul et tromperie. Au matin, une chose était claire, je ne pouvais plus vivre dans l'ignorance. Je devais confronter ma famille avec ce que je savais, quelles que soient les conséquences. J'ai passé le samedi à me préparer, en organisant mes découvertes et en me fortifiant le moral. Le dimanche, quand tout le monde serait rentré, serait le jour du jugement. Le dimanche soir est arrivé avec les sons familiers de ma famille rentrant à la maison, portière de voiture claquant, pas sur le porche, clé tintant dans la serrure. J'avais passé la journée dans un état d'anticipation nerveuse, répétant ce que j'allais dire, comment je resterais calme et factuel malgré le tumulte émotionnel intérieur. J'avais préparé un dîner simple, rien de spécial, juste des pâtes et de la salade, et j'avais mis la table de la salle à manger, ce que nous faisions rarement maintenant puisque tout le monde mangeait généralement à des moments différents en raison d'horaires variés. Quand ma mère est entrée dans la cuisine et a vu la table mise, ses sourcils se sont haussés de surprise. « Quelle est l'occasion » a-t-elle demandé en déposant son sac de nuit. « Je pensais que ce serait bien que nous mangions tous ensemble », ai-je répondu, gardant ma voix neutre. « Pourriez-vous prévenir Julien et Chloé que le dîner est prêt quand ils rentrent ?» Ma mère m'a regardé avec curiosité mais a hoché la tête. En 20 minutes, nous étions tous les 4 assis autour de la table qui avait été le centre des repas de famille tout au long de mon enfance. La normalité de la scène semblait surréaliste compte tenu de ce que je savais et de ce que j'étais sur le point de faire. Nous avons eu des conversations légères durant la première partie du repas, ma mère a décrit sa visite chez ma tante, Julien a mentionné une piste d'emploi prometteuse, Chloé a parlé de sa conférence. J'ai hoché la tête et posé des questions appropriées, attendant le bon moment. Il est venu lorsque ma mère a mentionné des vacances familiales à venir qu'elle prévoyait dans le sud de la France. Ce sera bon pour nous tous de nous évader ensemble, a-t-elle dit. J'ai déjà versé des arts pour un appartement en bord de mer, ça semble cher, ai-je remarqué avec légèreté. Comment allons-nous payer cela? Un bref silence est tombé sur la table. Ma mère a jeté un coup d'œil à mes frères et sœurs avant de répondre, nous avons économisé, a-t-elle dit vaguement. Quand vous dites que nous avons économisé, ai-je continué, posant ma fourchette, qu'entendez-vous exactement? L'expression de ma mère s'est légèrement durcie. Élise, si tu es inquiète pour l'argent, tu n'as pas à venir, bien que je pensais qu'avec ton salaire, des vacances en famille ne seraient pas un tel problème. Mon salaire, ai-je répété. Parlons de mon salaire, maman. Julien et Chloé ont échangé des regards. La posture de ma mère s'est raidie. Je ne suis pas sûr de ce qu'il y a à discuter, a-t-elle dit. Parlons plutôt de l'endroit où mon argent a été pendant les 3 dernières années, ai-je suggéré, mon cœur battant la chamade mais ma voix stable. Parlons du fait que je payais 9 300 € par mois à ce ménage. Le visage de ma mère est resté impassible, mais un léger rougissement est apparu sur son cou. Tu as contribué ta juste part aux dépenses familiales, oui. Ma juste part, ai-je répété. Voulez-vous savoir ce que cette juste part a effectivement payé? J'ai atteint à côté de ma chaise et j'ai sorti un dossier que j'avais préparé avec des copies des documents que j'avais trouvés. Je l'ai posé sur la table et je l'ai ouvert. Notre hypothèque est de 2 400 € par mois, ai-je commencé, en présentant le relevé. Les services publics sont en moyenne d'environ 500 €. Cela fait un total de 2 900 € pour les dépenses de base du ménage, divisé par 4 personnes, cela fait 725 € par personne. Mes frères et sœurs avaient l'air de plus en plus mal à l'aise. Les lèvres de ma mère formaient une ligne fine. Ensuite, il y a les 2 paiements de voiture, ai-je continué, en posant ces relevés sur la table,
le pick-up de Julien à 650 € par mois et votre nouvel Audi, maman, à 895 €, dont aucun je ne conduis ni ne bénéficie. Élise, a commencé Julien, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Il y a aussi les 3 cartes de crédit avec des paiements mensuels combinés de plus de 2000 € pour des vêtements, des restaurants et des traitements spa. J'ai posé ces relevés, et la scolarité de Chloé, qui après les bourses s'élève à environ 1500 € par mois, pas les 3000 € qu'on m'avait dit. Les yeux de ma sœur se sont écarquillés. Maman m'a dit que tu voulais aider avec le montant total, a-t-elle dit doucement. Que tu avais insisté. Et puis, il y a ceci, ai-je dit, en plaçant le relevé du compte d'épargne au-dessus de la pile. 16 000 € dans un compte d'épargne dont je n'avais aucune idée, construit avec mon argent. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma mère fixait les documents, son expression illisible. Julien regardait son assiette. Chloé avait des larmes qui se formaient dans ses yeux. Tu as fouillé dans mes affaires privées, a finalement dit ma mère, sa voix froide. Oui, ai-je admis sans m'excuser. Après 3 ans d'être menti, j'avais besoin de la vérité. Nous sommes une famille, a dit ma mère, comme si cela expliquait tout. La famille prend soin les uns des autres. C'est ce que c'est, ai-je fait signe vers les papiers. Prendre soin ou profiter? Tu gagnes plus que nous tous réunis, a rétorqué Julien défensivement. Maman a dit que tu étais heureuse d'aider. Aider oui, financer ton nouveau camion pendant que tu travailles à temps partiel, payer la voiture de luxe de maman et ses dépenses de shopping, financer un compte d'épargne secret, ce n'est pas aider, c'est être exploité. Tu as toujours été tellement dramatique, Élise, a soupiré ma mère en secouant la tête. C'est ce que font les familles. Elles partagent leurs ressources. Partager, j'ai senti mon sang-froid soigneusement maintenu se fissurer. Quand est-ce que l'un de vous m'a partagé quoi que ce soit? Quand avez-vous contribué quoi que ce soit de proche de ce que j'ai? Quand avez-vous même été honnête sur l'endroit où allait mon argent? Tu n'as jamais demandé, a dit froidement ma mère. Parce que je te faisais confiance. Les mots ont jailli de moi, plus fort que je ne l'avais voulu. Je vous faisais confiance à tous. Baisse la voix, a commandé ma mère, le même ton qu'elle utilisait quand j'étais enfant. Ce comportement est inapproprié. Inapproprié. J'ai failli rire. Ce qui est inapproprié, c'est de voler sa propre fille. Ce qui est inapproprié, c'est de me mentir en face pendant des années tout en vidant mon compte bancaire. Personne ne t'a volé, a insisté ma mère. Tu as accepté de contribuer à ce ménage sous de faux prétextes. Tu m'as dit que c'était pour des dépenses nécessaires, pas pour des voitures de luxe et des comptes d'épargne secrets. Julien s'est levé soudainement. Je dois y aller, a-t-il marmonné, visiblement mal à l'aise face à la confrontation. Assieds-toi, ai-je dit fermement. Nous allons tous avoir cette conversation. À ma surprise, il s'est assis. Peut-être qu'il a vu quelque chose dans mon expression qui lui disait que je ne reculerai pas cette fois. Qu'est-ce que tu veux, Élise, a demandé ma mère, sa voix fatiguée. Maintenant, des excuses. Bien. Je suis désolé que nous ne t'ayons pas donné un reçu détaillé pour chaque dépense. Je veux de la responsabilité, ai-je répondu. Je veux savoir pourquoi ma propre famille m'a fait ça. Je veux mon argent en retour, et je veux un changement complet de cet arrangement à l'avenir. Ton argent en retour? Ma mère a en fait rié. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après t'avoir élevé, t'avoir nourri, t'avoir habillé, t'avoir soutenu dans tes études, tu penses que tu ne me dois rien pour ça. J'ai payé mes propres études avec des bourses et des emplois, lui ai-je rappelé. Et les enfants ne doivent rien à leurs parents pour les avoir élevés. C'était ton choix et ta responsabilité. Le visage de ma mère s'est durci en une expression que je voyais rarement, une pure colère froide. Clairement, tu as pris ta décision concernant ta famille, a-t-elle dit. Alors, quoi maintenant? Tu vas nous punir tous parce que tu as soudainement décidé que tu étais traité injustement. Je vais arrêter l'exploitation financière, ai-je dit simplement, en commençant immédiatement. Et comment proposes-tu que nous payions l'hypothèque, les services publics, les besoins de tes frères et sœurs? De la même manière que les autres adultes le font, avec des emplois, des budgets et des attentes raisonnables, ai-je répondu. Ma mère s'est levée brusquement, repoussant sa chaise avec un grincement qui m'a fait sursauter. Si tu n'aimes pas vivre en famille, Élise, tu peux partir, a-t-elle dit, sa voix glaciale. Nous nous débrouillons avant toi et ton argent, et nous nous débrouillerons après. Les mots m'ont frappé comme un coup physique.
Après des années de sacrifices, après avoir donné près de 70% de mes revenus pour les soutenir, voici leur réponse, pas de remords, pas de compréhension, mais un rejet froid. Des larmes ont rempli mes yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. C'est vraiment ce que vous pensez tous, ai-je regardé mes frères et sœurs. Chloé avait l'air confuse mais est restée silencieuse. Julien a haussé les épaules avec gêne. Maman gère l'argent, a-t-il marmonné. J'ai juste supposé que tu savais ce qui se passait. Eh bien, ai-je dit, me levant aussi, maintenant je sais, et les choses vont changer. J'ai ramassé les documents avec des mains tremblantes et je suis sorti de la salle à manger. Derrière moi, j'ai entendu ma mère dire quelque chose à mes frères et sœurs à voix basse, mais je ne me suis pas retourné. J'ai attrapé mon sac à main et mes clés de voiture et je suis parti de la maison sans un autre mot. J'ai conduit sans but pendant près d'1 heure, les larmes brouillant ma vision. Finalement, je me suis retrouvé devant l'immeuble de Taylor. Je ne l'avais pas appelé ni envoyé de SMS, mais je savais qu'elle était ma seule vraie amie restante dans la région. Quand elle a ouvert la porte et a vu mon visage couvert de larmes, elle m'a immédiatement serré dans ses bras. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé en me conduisant jusqu'à son canapé. Entre 2 sanglots et des hésitations, je lui ai tout raconté, les années de drain financier, la découverte de l'endroit où allait réellement mon argent, la confrontation et l'ultimatum glacial de ma mère. Taylor a écouté sans interruption, son expression devenant de plus en plus outragée. Quand j'ai terminé, elle a pris mes mains dans les siennes. « Élise, a-t-elle dit doucement mais fermement, ce qu'ils te font est de la violence financière. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas bien, ai-je murmuré. Mais ce sont ma famille. La vraie famille ne se traite pas ainsi, a-t-elle insisté. La vraie famille se soutient, pas ne s'épuise pas mutuellement jusqu'à la mort. Alors que Taylor préparait sa chambre d'amis pour que j'y passe la nuit, j'ai ressenti un étrange mélange de dévastation et de soulagement. La famille pour laquelle j'avais tout sacrifié avait montré ses vraies couleurs. La douleur était immense, mais il y avait aussi une lueur de quelque chose d'autre, la possibilité de liberté. Je suis rentré le lendemain matin pour ramasser des vêtements pour le travail, m'attendant à ce que les serrures soient changées. Au lieu de cela, j'ai trouvé la maison silencieuse et vide. Tout le monde était déjà parti pour la journée. Une note sur le comptoir de la cuisine, de l'écriture précise de ma mère, disait simplement « Nous devrions parler quand tout le monde se calmera ». L'écriture familière, le ton raisonnable, l'implication que j'étais celle qui avait besoin de se calmer, c'était tellement typique de la façon dont les conflits avaient été gérés dans notre famille, les problèmes n'étaient pas résolus, ils étaient lissés, enterrés, oubliés jusqu'à la prochaine éruption. Pas cette fois. Je suis allé au travail avec un sac de nuit et j'ai effectué mes tâches mécaniquement, mon esprit ailleurs. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé un agent immobilier recommandé par l'un de mes clients et j'ai organisé la visite d'appartements à Paris pour le soir même. Après le travail, j'ai visité 3 endroits à distance de marche de mon bureau, puis j'ai versé un acompte sur une unité d'une chambre dans un immeuble sécurisé avec une salle de sport et une terrasse sur le toit. Le loyer était inférieur à 1/3 de ce que je payais auparavant à ma famille. L'appartement ne serait pas disponible avant 2 semaines, ce qui signifiait que j'avais besoin d'un hébergement temporaire. Taylor a proposé sa chambre d'amis aussi longtemps que nécessaire, un acte d'amitié qui m'a fait pleurer encore une fois. Quand je suis rentré ce soir-là pour emballer plus de mes affaires, toute ma famille m'attendait dans le salon. La scène me rappelait les interventions des émissions de télévision, les visages inquiets, le positionnement soigné, la tension dans l'air. « Nous devons parler », a commencé ma mère, sa voix conciliante. « Oui, nous devons », ai-je convenu, restant debout pendant qu'ils s'asseyaient tous. J'ai versé un acompte sur un appartement à Paris. Je vais déménager dès qu'il sera prêt. En attendant, je reste chez une amie. Mon annonce n'était clairement pas ce qu'ils avaient attendu. L'expression de ma mère a oscillé entre surprise et calcul. « Élise, je pense que tu exagères », a-t-elle dit. « Les familles ont des désaccords, cela ne signifie pas que tu t'enfuis. » « Je ne m'enfuis pas », ai-je corrigé. « Je prends une décision saine pour moi-même. Je ne contribuerai plus aux dépenses du ménage au-delà de ma part égale pour le temps que je reste ici, ce qui s'élève à 725 €, que je paierai directement à la société hypothécaire. » Julien s'est penché en avant, son expression anxieuse. « Mais qu'en est-il du paiement de mon camion ? Il est dû la semaine prochaine. »« C'est ta responsabilité, » ai-je dit simplement. « Tu as 32 ans, Julien. Il est temps que tu paies ton propre véhicule. »« Mais je ne peux pas me le permettre avec ce que je gagne, » a protesté Théil.
Alors tu aurais dû acheter un véhicule moins cher, ai-je répondu, imperturbable. Ou trouver un emploi mieux rémunéré avant de t'endetter. C'est exactement le genre d'attitude égoïste dont je parlais, a interrompu ma mère. La famille est de la famille dans les moments difficiles. 3 ans, ce n'est pas un moment difficile, ai-je souligné. C'est un choix de style de vie, financé par moi sans mon consentement éclairé. Chloé, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a pris la parole. Je ne savais pas, Élise. Les informations supplémentaires sur l'argent. Maman a dit que tu payais pour ma scolarité. Je n'aurais jamais accepté cela. Ma mère lui a lancé un regard d'avertissement, mais Chloé a continué. Je peux trouver un emploi à temps partiel pour couvrir le montant réel. Tu ne devrais pas avoir à payer pour mon éducation. Pour la première fois depuis le début de la confrontation, j'ai ressenti un léger assouplissement. Au moins un membre de la famille semblait comprendre l'injustice fondamentale de la situation. Merci, Chloé, ai-je dit. Je t'apprécie. Alors c'est tout, a exigé ma mère. Tu te retires de tes responsabilités familiales? Ma responsabilité est pour moi-même maintenant, ai-je répondu. Quelque chose que j'ai négligé trop longtemps. Les 2 semaines suivantes ont été parmi les plus difficiles de ma vie. L'atmosphère à la maison oscillait entre un silence glacial et une manipulation émotionnelle. Ma mère alternait entre des accusations de culpabilité, après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, des prédictions sombres, tu regretteras d'avoir abandonné ta famille quand tu auras besoin de nous, et des tentatives occasionnelles de négociation, et si tu couvrais juste l'hypothèque et le camion de Julien. Pendant ce temps, des membres de la famille élargie ont commencé à appeler et à envoyer des SMS. Ma mère avait apparemment partagé sa version des événements, que j'avais soudainement refusé d'aider la famille financièrement malgré mon revenu excessif et que je les abandonnais à une potentielle situation de sans-abri. Des tantes, des oncles et des cousins avec qui je parlais rarement avaient soudainement des opinions fortes sur mon égoïsme et mon manque de loyauté familiale. Je n'ai pas pris la peine de me défendre auprès de la plupart d'entre eux. Les quelques-uns qui semblaient sincèrement préoccupés plutôt que de porter un jugement ont reçu une brève explication que l'arrangement financier était devenu insoutenable et inéquitable. Certains ont compris, d'autres non. J'ai découvert que leurs opinions me préoccupaient moins que je ne l'aurais pensé. Au travail, je me suis plongé avec une concentration renouvelée dans les questions financières de mes clients, compensant peut-être mon échec à gérer les miennes. J'ai planifié des réunions avec un conseiller financier non affilié à mon cabinet pour m'aider à réorganiser mes finances et à créer un budget qui priorisait mes besoins et mes objectifs. Pour la première fois, j'ai commencé à considérer mon revenu comme étant vraiment le mien, pas une ressource familiale qui pouvait être exploitée à volonté. J'ai également commencé à voir un thérapeute, le docteur Dubois, qui se spécialisait dans les dynamiques familiales. Lors de nos séances, j'ai commencé à reconnaître des schémas qui étaient présents bien avant l'exploitation financière. Ce que vous décrivez ressemble à une forme de parentification, a expliqué le docteur Dubois. On vous a assigné des responsabilités d'adulte dès votre plus jeune âge, particulièrement après la mort de votre père. Vous êtes devenue la gardienne émotionnelle et financière de la famille, inversant la relation parent-enfant naturelle. Mais je voulais aider, ai-je protesté faiblement, voulant aider. Vouloir aider est naturel et sain, a-t-elle convenu. Être manipulé pour sacrifier votre propre bien-être et votre avenir ne l'est pas. Il y a une différence entre contribuer à une famille et être exploité par une. Ces conversations étaient douloureuses mais éclairantes. J'ai commencé à voir comment le chagrin de ma mère après la mort de mon père s'était transformé en un sentiment de droit à un soutien financier, comment mes frères et sœurs avaient été encouragés à dépendre de moi plutôt qu'à développer leur propre indépendance, et comment j'avais été conditionné à assimiler le sacrifice de soi à l'amour et à la dignité. À l'approche de ma date de déménagement, la pression de ma famille s'est intensifiée. Ma mère a fait une dernière tentative dramatique pour changer mon opinion, invitant ma tante et mon oncle à dîner sans me prévenir. Ils sont arrivés juste au moment où j'emballais des cartons dans ma chambre. Nous sommes juste préoccupés par votre mère et vos frères et sœurs, a expliqué ma tante pendant que nous étions assis maladroitement dans le salon. La famille doit rester unie dans les moments difficiles. Je suis d'accord, ai-je dit calmement. Mais permettre l'irresponsabilité financière n'aide personne à long terme. Votre mère vieillit, a soutenu mon oncle. Elle ne pourra pas travailler éternellement. Ne pensez-vous pas que vous lui devez une certaine sécurité? Je crois en l'aide à ma mère, ai-je répondu, mais pas à mes dépens. Et pas par la tromperie. Il y avait des moyens raisonnables d'organiser un soutien familial qui n'impliquait pas de me mentir sur l'endroit où allait mon argent.
La conversation a tourné en rond jusqu'à ce que je me sois finalement excusé pour continuer à emballer. Plus tard, j'ai entendu ma mère pleurer dramatiquement dans la cuisine, disant à ma tante, « Je ne sais vraiment pas ce que nous ferons sans son soutien. Nous pourrions perdre la maison. » La manipulation était si transparente maintenant que je pouvais la reconnaître. Le paiement de l'hypothèque était bien dans ce que ma mère pouvait se permettre avec son salaire de manager si elle ajustait ses habitudes de dépenses. La crise financière qu'elle projetait était entièrement de sa propre fabrication et conçue pour me ramener dans le rôle de pourvoyeuse de la famille. La veille de mon déménagement, mon frère est venu dans ma chambre alors que j'étais en train de sceller les dernières boîtes. Il avait l'air mal à l'aise, déplaçant son poids d'un pied à l'autre. « Alors, tu le fais vraiment ?» a-t-il dit, sans vraiment me regarder dans les yeux. « Oui, Julien, je le fais vraiment. » Il a soupiré lourdement. « Écoute, je sais que les choses se sont mal passées, mais ne pourrais-tu pas juste continuer à m'aider avec mon camion jusqu'à ce que je trouve un meilleur emploi? Juste quelques mois de plus. » Je me suis arrêté de faire mes cartons et je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Le simple refus semblait le surprendre. Il s'attendait clairement à une négociation, à une marchandage, le même schéma que nous avions suivi pendant des années. « Mais ce n'est pas ma faute », a protesté-il. « Le marché du travail est nul. » « Ce n'est pas une question de faute, ai-je expliqué. C'est une question de responsabilité. Ton paiement de camion est ta responsabilité, pas la mienne. Alors c'est tout? Tu te soucies juste pas de ce qui m'arrive. Sa voix avait pris le ton blessé qui avait si souvent fonctionné sur moi. Je me soucie de toi, Julien. Mais se soucier ne signifie pas que je dois payer tes factures. Il est parti sans un autre mot, claquant la porte derrière lui. J'ai continué à emballer, ressentant un étrange mélange de culpabilité et de détermination. La culpabilité était vieille, familière, la voix qui disait que j'étais égoïste de me prioriser. La détermination était plus nouvelle, mais elle se renforçait, la voix qui disait que je méritais une vie à moi. Le lendemain matin, j'ai chargé mes dernières affaires dans ma voiture. Ma mère et mes frères et sœurs se tenaient sur le porche, regardant silencieusement. Pas d'étreinte, pas de bons souhaits, juste un reproche silencieux dans leur posture et leurs expressions. Alors que je m'éloignais de la maison où j'avais passé la majeure partie de ma vie, des larmes coulaient sur mon visage, non pas parce que je faisais le mauvais choix, mais parce que le bon choix faisait tellement mal. Je laissais derrière moi non seulement ma famille, mais aussi l'identité que j'avais construite autour d'être leur soutien, leur filet de sécurité, leur sauveuse financière. Qui étais-je si je n'étais pas la responsable, la pourvoyeuse, la fille parfaite qui sacrifiait tout pour le bien-être de sa famille? Il était temps de le découvrir. Mon nouvel appartement à Paris ressemblait d'abord plus à une chambre d'hôtel qu'à une maison, familier, impersonnel et légèrement intimidant dans son vide. La première nuit, je me suis assise par terre en mangeant des plats à emporter, entouré de cartons et de murs nus, me demandant si j'avais fait une terrible erreur. Le silence était profond après des années de bruits familiaux, les émissions de télévision de ma mère, la musique de Julien, les conversations téléphoniques de Chloé. Mais il y avait aussi une paix dans ce silence, une absence de tension que je n'avais pas réalisé que je portais jusqu'à ce qu'elle disparaisse. J'ai mieux dormi cette première nuit que je ne l'avais fait depuis des années, malgré l'environnement inconnu et le matelas pneumatique qui me servait de lit temporaire. Le lendemain matin, je me suis réveillé sans alarme, naturellement réveillé par le soleil qui filtrait à travers les stores que j'avais oublié de fermer. La réalisation que je n'avais pas à faire le trajet de 90 minutes pour travailler m'a frappé comme une sensation physique, un poids levé de ma poitrine. Je pouvais marcher jusqu'au bureau en 15 minutes. Les 2 heures supplémentaires par jour me semblaient un cadeau extravagant. Cette première semaine a été une suite d'activités pratiques, déballer des cartons, assembler des meubles livrés par IKEA, mettre en place des services publics à mon nom, changer mon adresse sur les comptes et les documents. Des activités banales qui représentaient néanmoins mon indépendance et mon autonomie. Les ajustements financiers sont venus ensuite. J'ai ouvert de nouveaux comptes bancaires dans une institution différente, redirigé mon dépôt direct et changé systématiquement tous mes paiements automatiques pour m'assurer que ma mère n'avait plus accès à mes finances. Avec les conseils de mon conseiller financier, j'ai créé un budget réaliste qui comprenait non seulement les nécessités, mais aussi les objectifs d'épargne, les cotisations de retraite et, plus révolutionnaire encore, des fonds pour le plaisir personnel. Vos dépenses ont baissé de plus de 7 000 € par mois, a noté mon conseiller lors de notre réunion d'examen. C'est une différence qui change la vie. C'était effectivement une différence qui changeait la vie de voir mon revenu comme ma propre ressource plutôt qu'un fonds familial.
pour la première fois, j'ai commencé à envisager des possibilités qui semblaient inaccessibles auparavant, l'acquisition d'une propriété, les voyages internationaux, les études supérieures, la retraite anticipée. La liberté financière était grisante et légèrement terrifiante dans son étendue. Pendant ce temps, les répercussions de mon départ ont continué. Ma mère m'a appelé quotidiennement au début, ses messages oscillant entre la colère, « Comment as-tu pu nous abandonner comme ça ?» la manipulation, « Julien pourrait perdre son camion et ce sera ta faute » et des tentatives occasionnelles de réconciliation qui revenaient toujours à des demandes financières. J'ai établi des limites que je n'avais jamais tentées auparavant, laissant la plupart des appels aller en messagerie vocale et répondant par de courts messages factuels lorsque je lui parlais. J'ai dirigé les conversations loin de l'argent et vers des sujets neutres. Si elle persistait avec les discussions financières, j'ai poliment mais fermement mis fin à l'appel. C'était inconfortable et contraire à des décennies de conditionnement, mais nécessaire pour ma guérison. Les réponses de mes frères et sœurs différaient considérablement. La communication de Julien consistait principalement en des SMS demandant des prêts ou se plaignant de difficultés financières. J'ai maintenu ma position, lui proposant d'être aidé à créer un budget ou à trouver un meilleur emploi, mais sans lui fournir d'aide financière directe. Ces messages ont progressivement diminué en fréquence à mesure qu'il réalisait que la banque Élise était définitivement fermée. Chloé m'a surprise. 3 semaines après mon déménagement, elle m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour un café. Nous nous sommes rencontrés dans un café à mi-chemin entre Paris et Orléans, tous deux légèrement nerveux dans cette nouvelle dynamique. « Je suis désolé », a-t-elle dit après que nous ayons échangé des banalités maladroites. J'aurais dû remarquer ce qui se passait. J'aurais dû le remettre en question. Ces excuses, inattendues et apparemment sincères, m'ont fait pleurer. J'ai beaucoup réfléchi à nos schémas familiaux, a-t-elle poursuivi. Comment maman t'a toujours fait la responsable et moi le bébé qui avait besoin d'être pris en charge. Ce n'était juste ni pour l'une ni pour l'autre. Nous avons parlé pendant des heures ce jour-là, vraiment parlé, en tant qu'adulte plutôt qu'en tant que rôle dans un système familial dysfonctionnel. Chloé a partagé qu'elle avait trouvé un emploi à temps partiel pour couvrir le reste de sa scolarité et envisageait de rester à Paris après l'obtention de son diplôme plutôt que de retourner à la maison. J'ai besoin d'apprendre à être indépendante, a-t-elle dit, comme toi. Ces mots m'ont profondément touché. Peut-être que quelque chose de bon sortirait de cette douloureuse séparation, après tout. Au fil des semaines et des mois, j'ai commencé à construire une vie qui me semblait authentique. J'ai rejoint un groupe de course qui se réunissait les samedis matins dans le jardin du Luxembourg, trouvant une joie inattendue dans l'activité physique et des amitiés décontractées, sans lien avec le travail ou la famille. Je me suis inscrite à un cours de photographie qui m'avait toujours intéressé mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps pendant mes années de trajet. J'ai redécoré mon appartement avec des couleurs et des styles que j'aimais sans considérer les préférences de qui que ce soit d'autre. Les petits plaisirs sont devenus des marqueurs importants de ma nouvelle indépendance, acheter des fleurs fraîches juste parce qu'elles me rendaient heureuse, dormir tard le dimanche sans culpabilité, cuisiner des repas élaborés pour moi-même plutôt que de me précipiter dans des drive-thru entre les obligations. J'ai découvert des parties de moi-même qui avaient été submergées par les responsabilités familiales, un amour pour la musique jazz, un intérêt pour les films documentaires, une préférence pour les plats épicés que ma famille n'avait jamais appréciés. Ma famille n'était pas toujours un long fleuve tranquille. La première urgence familiale est survenue environ 2 mois après mon déménagement. Ma mère m'a appelé un mardi soir, sa voix tendue avec ce qui semblait être une détresse authentique. La chaudière est tombée en panne, a-t-elle expliqué. La société de réparation demande 4 000 € pour un remplacement. Nous n'avons pas cet argent, Élise. Il va faire en dessous de 0 ce week-end. Mon instinct immédiat a été d'offrir l'argent pour résoudre le problème, comme je l'avais toujours fait. Mais la voix du docteur Dubois a résonné dans mon esprit lors de notre dernière séance de thérapie, envisagez si vous répondez par un amour sain ou par une culpabilité et une obligation malsaine. Cela ressemble à une situation difficile, ai-je dit avec précaution. Avez-vous appelé la banque pour un prêt hypothécaire sur valeur domiciliaire ou vérifié si la société de réparation offre un financement? Le ton de ma mère a immédiatement changé. Je n'arrive pas à croire que tu me suggères de m'endetter alors que tu as beaucoup d'argent sur ton compte. C'est aussi ta maison familiale, Élise. Je suis désolé que vous traversiez ce stress, ai-je répondu, en gardant mon calme, mais il existe des options financières qui n'impliquent pas que je paie directement. Elle a raccroché sans un autre mot. Je me suis assise avec le malaise de sa déception et de sa colère, résistant à l'envie de rappeler et de céder. Le lendemain,
Chloé m'a envoyé un SMS pour me faire savoir que notre mère avait réussi à obtenir un financement auprès de la société de réparation, que la chaudière était remplacée. Le monde ne s'était pas effondré parce que j'avais dit non. Chaque petite limite maintenue, chaque instance de priorisation de mes besoins, a renforcé ma confiance dans cette nouvelle façon de vivre. J'ai commencé à reconnaître que la vraie générosité vient du choix plutôt que de la coercition ou de la manipulation, et que je pouvais toujours être une fille et une sœur aimante sans être une béquille financière. Les rencontres sont entrées à nouveau dans ma vie, quelque chose qui avait été pratiquement impossible dans ma situation précédente. Par l'intermédiaire d'un collègue, j'ai rencontré Michael, un architecte paysagiste aux yeux gentils et à la confiance tranquille que je trouvais attrayante. Notre premier rendez-vous s'est prolongé du dîner à une longue promenade le long de la Seine jusqu'à un café à la fin de la nuit, la conversation coulant sans effort. Lors de notre troisième rendez-vous, lorsque le sujet de la famille a été abordé, j'ai partagé une version abrégée de mon expérience récente. J'ai regardé son visage attentivement, m'attendant à un jugement ou à une incompréhension. Au lieu de cela, il a hoché la tête pensivement. Ma sœur aînée a vécu quelque chose de similaire avec notre père après le divorce de nos parents, a-t-il dit. Il lui a fallu des années pour arrêter de se sentir responsable de ses problèmes financiers. Les dynamiques familiales peuvent être vraiment compliquées. Son écoute attentive et sans jugement était un cadeau. Au fur et à mesure que notre relation se développait au cours des mois suivants, j'ai découvert ce qu'un partenariat sain pouvait être, soutien mutuel, respect des limites, joie partagée et croissance. Le contraste avec mes relations familiales était frappant et instructif. Environ 4 mois après mon déménagement, ma mère a intensifié ses efforts pour reprendre le contrôle. Elle a commencé à dire à la famille élargie et aux amis de la famille que je l'avais complètement coupée, que je refusais de lui parler, que j'avais abandonné ma famille dans son heure de besoin. Les appels et messages troublés qui en ont résulté étaient difficiles à gérer. Je me suis retrouvé à défendre des choix que je savais sains et nécessaires, expliquant des complexités à des personnes qui n'avaient entendu que sa version déformée des événements. Le docteur Dubois m'a aidé à développer des scripts pour ces interactions et m'a rappelé que je ne devais pas d'explications à tous ceux qui demandaient. Votre voyage est le vôtre, a-t-elle souligné. Tout le monde ne comprendra pas ou n'approuvera pas, et ce n'est pas grave. J'ai commencé à être plus sélective quant aux appels auxquels je répondais et aux relations dans lesquelles j'investissais mon énergie. Certains membres de la famille, une fois présentés à ma perspective, ont reconnu la manipulation en jeu et m'ont offert leur soutien. D'autres sont restés fermement du côté de ma mère, convaincus de mon égoïsme. J'ai appris à accepter cette division comme inévitable plutôt que d'essayer de gagner l'approbation universelle. À l'approche des 6 mois de ma nouvelle vie, j'ai réalisé à quel point ma perspective avait changé. La culpabilité qui avait initialement été accablante s'était réduite à des picotements occasionnels. L'anxiété concernant le bien-être de ma famille avait été remplacée par une conviction dans leur capacité à résoudre leurs propres problèmes. La peur d'être égoïste s'était transformée en une reconnaissance de la santé et de la sécurité de soi. Je construisais une vie qui honorait à la fois mes responsabilités envers moi-même et mes liens avec les autres, des liens basés sur le respect mutuel plutôt que sur l'exploitation. Ce n'était pas toujours facile, et il y avait des jours où le doute s'insinuait, où la voix de ma mère dans ma tête remettait en question mes choix, mais ces voix devenaient de plus en plus silencieuses à mesure que mes nouveaux schémas de pensée se consolidaient. La femme qui avait conduit loin de sa maison familiale 6 mois plus tôt, les larmes coulant sur son visage, incertaine de son identité en dehors d'être la pourvoyeuse de la famille, devenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort, plus clair sur ses limites, plus authentique dans ses relations, et plus en paix avec elle-même. Le prix de cette transformation avait été élevé, relations familiales tendues, confrontations douloureuses, jugement des autres. Mais alors que je m'asseyais sur la terrasse sur le toit de mon appartement un soir, regardant le coucher du soleil sur l'horizon de Paris, je savais avec certitude que cela en valait la peine. La vie que je construisais était peut-être née de la douleur et de la trahison, mais elle s'épanouissait en quelque chose de beau et d'authentiquement mien. 6 mois après ma vie indépendante, j'ai célébré avec un petit dîner dans mon appartement. Autour de ma table se trouvaient les personnes qui m'avaient soutenu pendant cette transition, Taylor, mon ami qui m'avait offert sa chambre d'amis sans hésitation, le docteur Dubois, qui était devenu plus un mentor qu'un thérapeute, Michael, dont la présence stable était devenue une encre dans ma vie, et étonnamment, Chloé, la seule membre de la famille avec qui j'avais maintenu un contact régulier. Alors que nous partagions du vin et des conversations, j'ai regardé ces visages et j'ai ressenti une profonde gratitude. C'était une famille différente, construite sur le respect mutuel, l'honnêteté et le soin authentique, plutôt que sur l'obligation et la dépendance financière.
La réalisation m'a apporté des larmes inattendues. À de nouveaux commencements, ai-je proposé, levant mon verre. Et à vous tous qui m'avez aidé à les rendre possibles. La liberté financière avait créé un espace pour la croissance personnelle que je n'avais pas anticipé. Sans le fardeau écrasant de soutenir ma famille, j'avais des ressources, à la fois financières et émotionnelles, à investir en moi-même. J'avais commencé à suivre des cours pour un MBA, quelque chose que j'avais toujours voulu mais que j'avais écarté comme impraticable étant donné mes obligations financières antérieures. J'avais rejoint un programme de bénévolat en littératie financière, aidant les personnes à faible revenu à naviguer dans la budgétisation, la gestion de la dette et les stratégies d'épargne. Ce travail bénévole est devenu de manière inattendue une source de guérison. Utiliser mes compétences professionnelles pour autonomiser les autres plutôt que pour permettre la dépendance m'a donné un sentiment de but et de contribution plus sain que mon rôle familial précédent. Voir les clients gagner en confiance dans leurs décisions financières m'a rappelé mon propre parcours vers l'autonomie financière. La thérapie a continué d'être une pierre angulaire de ma guérison. Avec l'aide du docteur Dubois, j'ai exploré les racines de ma responsabilité excessive, en la retraçant bien avant la mort de mon père jusqu'au schéma de la petite enfance où mes réalisations et ma fiabilité avaient été disproportionnellement louées et renforcées. Vous avez appris très tôt que votre valeur était liée à ce que vous pouviez fournir aux autres, a observé le docteur Dubois. C'est un lourd fardeau pour un enfant à porter, et cela vous a suivi jusqu'à l'âge adulte. Travailler sur ces idées n'a pas été facile. Il y a eu des séances où je suis parti émotionnellement épuisé, à vivre par la confrontation de croyances profondément ancrées sur ma valeur et mon rôle dans les relations. Mais progressivement, j'ai commencé à séparer mon identité de mon utilité pour les autres, à reconnaître ma valeur intrinsèque au-delà de ce que je pouvais fournir financièrement ou pratiquement. Ma relation avec ma famille élargie a évolué de manière inattendue. Ma mère, réalisant que ces manipulations directes n'étaient plus efficaces, s'était lancée dans une campagne de désinformation, disant à des parents et à des amis de la famille que je l'avais complètement coupé, que je refusais de lui parler, que j'avais abandonné ma famille dans son heure de besoin. Les appels et messages troublés qui en ont résulté étaient difficiles à gérer. Je me suis retrouvé à défendre des choix que je savais sains et nécessaires, expliquant des complexités à des personnes qui n'avaient entendu que sa version déformée des événements. Le docteur Dubois m'a aidé à développer des scripts pour ces interactions et m'a rappelé que je ne devais pas d'explications à tous ceux qui demandaient. Votre voyage est le vôtre, a-t-elle souligné. Tout le monde ne comprendra pas ou n'approuvera pas, et ce n'est pas grave. J'ai commencé à être plus sélective quant aux appels auxquels je répondais et aux relations dans lesquelles j'investissais mon énergie. Certains membres de la famille, une fois présentés à ma perspective, ont reconnu la manipulation en jeu et m'ont offert leur soutien. D'autres sont restés fermement du côté de ma mère, convaincus de mon égoïsme. J'ai appris à accepter cette division comme inévitable plutôt que d'essayer de gagner l'approbation universelle. À environ 7 mois de mon déménagement, Chloé a obtenu sa maîtrise. J'ai assisté à la cérémonie, assise séparément de ma mère et de Julien, un arrangement qui semblait symbolique de notre nouvelle dynamique familiale. Plus tard, lors de la réception, Chloé m'a surprise en m'introduisant auprès de ses professeurs et de ses amis comme ma sœur, l'analyste financière qui m'avait inspiré à être indépendante. Ce soir-là, au dîner pour célébrer son exploit, Chloé a partagé quelque chose qui m'a choqué. Maman dit aux gens que tu refusais de m'aider pour mes études, a-t-elle dit, remuant distraitement ses pattes. Je l'ai corrigé devant tante Sophie la semaine dernière, lui disant que tu avais en fait payé bien plus que ce que tu aurais dû pendant des années, et que je me débrouillais bien toute seule. Elle ne m'a pas parlé pendant 3 jours. Je suis désolé que tu sois prise entre deux feux, ai-je dit, me sentant coupable que mes actions aient créé de la tension entre Chloé et notre mère. Ne le sois pas, a répondu Chloé fermement. En fait, cela a été bénéfique pour moi de voir plus clairement les dynamiques. J'apprends aussi à m'affirmer. Elle a hésité. J'ai commencé une thérapie. Son admission m'a rempli d'espoir, non seulement pour Chloé, mais aussi pour la possibilité que des cycles de dépendance financière et de manipulation émotionnelle puissent être brisés dans notre famille, même si ce n'était que partiellement et progressivement. Le parcours de Julien a pris un chemin différent. Après avoir perdu son camion à la saisie, lorsqu'il n'a pas pu effectuer les paiements, il a semblé vivre un réveil. Par l'intermédiaire de Chloé, j'ai entendu dire qu'il avait trouvé un poste à temps plein dans une entreprise de construction et qu'il avait emménagé dans un petit appartement avec des colocataires, sa première situation de logement indépendante à 32 ans. Nous n'étions pas en contact direct, mais j'étais prudemment optimiste quant à ces changements. Ma mère est restée la plus résistante au nouveau dynamisme familial. Ces communications, lorsqu'elles avaient lieu,
continuait de tourner autour des besoins financiers et des manipulations subtiles de culpabilité. J'ai maintenu des limites fermes tout en gardant la porte ouverte à une relation qui ne reposait pas sur mon soutien financier. Je suis heureuse d'avoir le dîner du dimanche une fois par mois, lui ai-je dit lors d'une rare conversation téléphonique. J'aimerais entendre parler de ton club de lecture et de tes amis, mais je ne discuterai pas de questions financières et je n'accepterai pas la culpabilité pour ma décision de vivre indépendamment. Elle est restée silencieuse pendant un long moment avant de répondre, je ne sais pas comment avoir ce genre de relation avec toi, Élise. Son honnêteté, peut-être involontaire, était révélatrice. Notre relation avait été si définie par la dépendance financière qu'elle ne pouvait pas en imaginer une sans elle. La réalisation était triste mais clarifiante. Peut-être que nous pouvons apprendre ensemble, ai-je suggéré, bien que je ne sois pas sûr qu'elle soit disposée à essayer. 10 mois après ma vie indépendante, j'ai reçu une promotion au travail au poste de gestionnaire de portefeuille senior, un poste qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative et de plus grandes responsabilités. L'ironie n'a pas échappé, sans les drains financiers familiaux, je n'avais pas vraiment besoin de revenus supplémentaires. Au lieu d'aller vers les paiements hypothécaires d'une maison où je n'habitais pas ou les prêts automobiles pour des véhicules que je ne conduisais pas, ma nouvelle augmentation de salaire allait directement dans des investissements pour mon avenir. Pour la première fois, je construisais une richesse plutôt que de simplement générer des revenus qui coulaient vers d'autres. Le sentiment de sécurité que cela a créé était profond, guérissant une partie de l'anxiété financière qui avait été instillée pendant les années difficiles après la mort de mon père. Vers cette époque, Taylor m'a convaincu de l'accompagner en vacances au Portugal, mes premières vraies vacances depuis des années. Dans le passé, les obligations familiales et les contraintes financières avaient limité mes voyages à de brefs week-ends ou à des événements familiaux qui semblaient rarement reposants. Cette aventure de 2 semaines avec ses plages, ses paysages et son absence totale de drame familial a été transformatrice. Tu es différente ici, a observé Taylor alors que nous regardions le coucher du soleil depuis un restaurant en bord de mer, plus détendue, plus présente. Elle avait raison. Loin des tensions persistantes des attentes familiales, je me sentais plus légère, plus authentique. Je suis rentré de ce voyage avec un engagement renouvelé à créer de l'espace dans ma vie pour la joie et l'aventure plutôt que pour la simple obligation et la responsabilité. À l'approche du premier anniversaire de mon déménagement, je me suis retrouvé à réfléchir au chemin parcouru. Les statistiques financières étaient frappantes, j'étais passé de dépenses de plus de 9 000 € par mois pour des dépenses familiales à la création d'un budget équilibré qui permettait à la fois le plaisir actuel et la sécurité future. J'avais fait la transition de la dépendance permettant à l'indépendance favorisant, à la fois pour moi-même et indirectement pour mes frères et sœurs. Mais la transformation émotionnelle était encore plus importante. Le nœud constant d'anxiété dans ma poitrine s'était dissous, la culpabilité réflexe lorsque je dépensais de l'argent pour moi-même s'était estompée, l'habitude de placer les besoins des autres avant les miens avait été remplacée par un équilibre plus sain entre le soin de soi et une générosité authentique et librement choisie. Je n'étais pas parfaite dans ces nouveaux schémas. Il y avait encore des moments où les vieilles habitudes refaisaient surface, où la voix de ma mère dans ma tête remettait en question mon droit à me prioriser, où la culpabilité face à mon confort financier relatif par rapport aux difficultés de ma famille me faisait douter. Mais ces moments devenaient moins fréquents et moins puissants à mesure que mes nouveaux schémas de pensée se solidifiaient. Le jour exact de mon départ de la maison familiale, j'ai reçu un email inattendu de ma mère. Je l'ai ouvert avec appréhension, attendant des reproches ou des demandes financières. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose de tout à fait surprenant. Élise, j'ai beaucoup réfléchi au cours de cette dernière année. Bien que je ne comprenne pas toujours ou ne sois pas d'accord avec tes décisions, je peux voir que tu vas bien toute seule. La maison semble vide sans toi, mais peut-être qu'il était temps que nous apprenions tous à nous tenir sur nos propres pieds. Si tu le souhaites, j'aimerais essayer d'avoir une relation qui ne tourne pas autour de l'argent. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer pour déjeuner un jour ? Maman, ai-je lu le message plusieurs fois, essayant de déceler toute manipulation cachée ou motif ultérieur. Cela semblait sincèrement, bien que timidement, conciliant. Après en avoir discuté avec le docteur Dubois, j'ai décidé de répondre positivement mais prudemment, suggérant un déjeuner dans un restaurant neutre à mi-chemin de nos maisons. Ce déjeuner a été maladroit, avec de longs silences et une navigation prudente autour des sujets sensibles, mais c'était aussi la première interaction avec ma mère depuis des années qui ne comportait pas d'attente ou d'obligation financière. Un petit pas, peut-être, mais significatif. Alors que je rentrais chez moi ensuite, j'ai réfléchi aux profondes leçons de vie de la dernière année. La vraie famille soutient votre croissance plutôt que d'exploiter votre succès, les limites financières ne sont pas égoïstes,
elles sont nécessaires à des relations saines. Dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne, cela fait souvent de vous une personne plus saine. Parfois, les gens qui devraient vous aimer le plus sont ceux qui profitent le plus de vous, et le reconnaître n'est pas de la déloyauté, c'est de la clarté. Le chemin vers une générosité authentique commence par se mettre d'abord son propre masque à oxygène. Le prix de la liberté financière, émotionnelle, psychologique peut être élevé, mais il vaut chaque centime. Mon parcours de l'exploitation financière à l'autonomisation n'était pas terminé. Les relations continuaient d'évoluer, les limites nécessitaient une maintenance continue et de vieux schémas refaisaient surface de temps en temps. Mais j'avais découvert une vérité fondamentale qui allait me guider, l'amour sans respect n'est pas vraiment de l'amour du tout, et les liens familiaux devraient vous élever, pas vous épuiser. Si vous vous êtes déjà retrouvé à soutenir financièrement des membres de votre famille au-delà de vos moyens ou de votre confort, sachez que vous n'êtes pas seul. Fixer des limites n'est pas égoïste, c'est essentiel pour votre bien-être et, finalement, pour le leur. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour votre propre santé financière? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, et si cette histoire vous a interpellé, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Rappelez-vous, la vraie famille soutient vos rêves plutôt que d'exploiter votre succès. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite le courage de créer la vie que vous méritez.